Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 9 août. Nouvelle révolution de palais au Kremlin. Boris Yeltsin s'offre un 4e Premier ministre en 18 mois. Il choisit Vladimir Poutine, chef des services secrets. Un soldat français blessé au Kosovo. Au 3e jour d'affrontements très vifs entre la KFOR et Kosovars albanais, l'état-major français suspecte l'Oucheka d'orchestrer ces manifestations. L'éclipse suscite une mobilisation générale dans toute l'Europe. 20 millions de personnes attendues dans les régions nord de la France. Important dispositif dans les hôpitaux, les routes et dans les airs. Entre Corse et continent, le Napoléon Bonaparte propose une mini-croisière. Une nuit de la traversée entre Marseille et Bastia, et les passagers ne boudent pas leur plaisir. Et puis le théâtre au chant, ça se passe à Bussan. Dans ce petit village, comédiens professionnels et amateurs s'offrent le plaisir de jouer le temps d'un festival, pas tout à fait comme les autres. C'est donc le 4e Premier ministre en 18 mois que Boris Yeltsin a nommé ce matin. À 5 mois des élections législatives, il a choisi le chef des services secrets, Vladimir Poutine. Il l'a également désigné comme son dauphin au Kremlin pour la présidentielle de l'an 2000. Une révolution de palais qui couvait. On était habitué, il est vrai, au saut d'humeur de Boris Yeltsin. À Moscou, Dominique Derda et Philippe Lanier. Depuis plusieurs semaines, les oiseaux de mauvais augure annonçaient son départ et Sergueï Stepachine avait pris l'habitude à chaque fois qu'il réunissait son gouvernement de s'étonner d'être toujours en poste. Mais ce matin, de toute évidence, le Premier ministre russe n'avait plus le cœur à sourire. « Je viens d'être reçu par le président, dit-il. Il m'a annoncé mon limogeage, m'a remercié pour le travail accompli, et puis il m'a renvoyé. » Dans l'équipe gouvernementale, on s'attend à peu de changements. Les ministres chargés des finances et de l'économie notamment devraient conserver leur poste. L'homme qui succède à Sergueï Stepachine a depuis 3 ans, derrière les murailles du Kremlin, gravi rapidement les échelons du pouvoir. Originaire de Saint-Pétersbourg, formé à l'école du KGB, Vladimir Poutine fait partie de ce que l'on appelle ici la famille, le premier cercle des proches de Boris Yeltsin. Nommé l'été dernier à la tête des services de renseignement, il était également depuis peu le secrétaire du Conseil de sécurité, un fidèle parmi les fidèles. Dans son allocution télévisée, le président russe ne prend pas la peine d'expliquer les raisons du limogeage de Stepachine. Il annonce, et pour la première fois, qu'il vient de désigner, en choisissant Poutine, celui qu'il veut voir lui succéder au lendemain de l'élection présidentielle de juillet prochain. Vous ne le connaissez pas encore bien, dit-il, à ses concitoyens, mais vous apprendrez vite à apprécier comme moi ses qualités humaines et professionnelles. À l'annonce de ce 3e changement de chef de gouvernement en moins d'1 an, la bourse chute d'une bonne dizaine de points, le rouble perd encore un peu de sa valeur par rapport au dollar, mais les moscovites réagissent avec résignation. Ils changent de Premier ministre comme ils changent de slip. On aurait pu, à mon avis, laisser plus de temps à Stepachine. Au présidentiel, il n'a aucune chance. Pourquoi? Parce que tous ceux qui entourent Yeltsin, tous ceux qu'il nomme, vont finalement périr avec lui. Et la journée se termine là où elle avait commencé. Au jeu des chaises musicales, Vladimir Poutine vient s'asseoir dans le siège éjectable de Sergueï Stepachine. À peine nommé, il confirme qu'il sera bien candidat à la succession de Boris Yeltsin. Dans ce pays où Lénine écrivait que n'importe quelle femme de ménage était capable de diriger l'État, il est le dauphin désigné du maître du Kremlin. Et si le maître du Kremlin n'a donné aucune explication concernant le limogeage de Sergueï Stepachine, en place depuis 3 mois, il n'est pas le premier à faire les frais de la méthode de Boris Yeltsin. Une méthode pour le moins expéditive, avec en effet 3 limogeages en 1 an et demi. L'analyse de Jean-Marc Ilouz. La plus grosse surprise de sa vie pour Sergueï Kiriyenko, jeune ministre de l'énergie, c'est ce 23 mars 1998, quand Boris Yeltsin lui annonce inopinément qu'il sera désormais Premier ministre de Russie. Vive les réformes économiques et adieu à Viktor Tchernomyrdin, un vieux routard dont les ambitions présidentielles dérangeaient. Après 5 ans de loyaux services, il sera remercié sans façon. Ce qui n'empêchera pas le même Tchernomyrdin d'être 5 mois plus tard, en pleine crise financière, le candidat favori de Boris Yeltsin, mais le Parlement russe dira niet.
Et le 18 août, en pleine débâcle du rouble, Boris Yeltsin devra accepter l'arrivée d'une grosse pointure, l'insubmersible Evgeny Primakov, brillant diplomate, ex-général du KGB et homme à poigne, capable à Washington de calmer les angoisses du Fonds monétaire international, et en Russie même de faire baisser l'inflation, de punir quelques corrompus et même de devenir en 8 mois, crime impardonnable, l'homme le plus populaire de Russie. Nous sommes déjà le 12 mai 97 et voici Sergueï Stepachine, haut membre de la puissante police et surtout peu susceptible de faire de l'ombre à un Boris Yeltsin bien décidé à orchestrer sa propre succession. Au sommet du G8, Stepachine fera trop bonne impression et ce mois-ci se révélera incapable d'empêcher des gouverneurs des régions de se liguer contre le tsar Boris. Adieu Stepachine, bienvenue Vladimir Poutine. On espère que Poutine pourra faire le travail que Stepachine n'a pas fait, à savoir premièrement constituer un bloc politique proche du clan Yeltsin, ce que Stepachine avait échoué à faire, et puis deuxièmement à calmer les affaires qui menacent l'entourage du président Yeltsin. Un Yeltsin que ni la maladie ni les scandales n'empêcheront de jouer encore de son sceptre de président et de brûler ses dernières cartouches. À défaut d'avoir jamais pu constituer une véritable force politique nationale, capable d'assurer elle-même la relève qu'il souhaite. Et nous rejoignons à Moscou Dominique Derda. Dominique, bonsoir. Boris Yeltsin prend le risque d'une nouvelle crise, même si ce n'est pas la première. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette fois, il désigne son successeur et ça, c'est franchement nouveau. Oui, vous savez, en Russie, il faut souvent se méfier des apparences. Si le limogeage de Stepachine est une crise, une de plus que la majorité de la classe politique, c'est-à-dire les adversaires de Boris Yeltsin, dénoncent comme une folie, eh bien il y a fort à parier que les députés de la Douma, la semaine prochaine, entérinent la nomination de son successeur, Vladimir Poutine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est beaucoup plus confortable, quand on est député, de faire campagne de son bureau, avec son téléphone professionnel, une voiture de fonction, des billets d'avion gratuits, plutôt que de prendre le risque de se retrouver à la rue en cas de destitution de la Douma, comme le prévoit la Constitution russe, si jamais les députés refusaient par 3 fois le choix du président. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est que Boris Yeltsin désigne directement son successeur, son dauphin, celui qu'il aimerait voir comme son successeur, son dauphin. Jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait. Et ceux que l'on pressentait comme des successeurs éventuels, des dauphins éventuels, ont très vite été limogés dès qu'ils devenaient trop populaires et faisaient de l'ombre au président russe. On peut évidemment s'interroger sur le choix de Vladimir Poutine, ancien membre du KGB, formé à l'école des services secrets, certes convaincu rapidement à Saint-Pétersbourg par le maire Sobchak des charmes de l'économie de marché, mais qui est un homme que la majorité des Russes ne connaissent pas, qui est un piètre orateur et dont on voit mal comment en moins d'1 an il pourrait devenir un animal politique capable de rivaliser avec quelqu'un comme le maire de Moscou par exemple, avec l'ancien responsable des services secrets, Evgeny Primakov, qui sont tous les deux des animaux politiques, des bêtes politiques sur la scène russe. On voit mal comment Poutine, en moins d'1 an, pourrait être capable de les battre en cas d'élection présidentielle en juillet prochain. Merci Dominique, c'est en effet un pari difficile à relever. Merci beaucoup. Au Kosovo, un soldat français a été grièvement blessé à la tête aujourd'hui à Mitrovica. Il souffre d'une fracture du crâne et a été placé en observation dans un hôpital de campagne. Depuis 3 jours, les soldats français de la KFOR font l'objet d'un véritable harcèlement de la part des Kosovars albanais qui veulent traverser le pont qui les sépare de la partie serbe de la ville. Et déjà, certains responsables estiment que ces manifestations sont orchestrées par l'UCK, comme nous l'expliquent nos correspondants sur place, Pascal Doucet-Bon et Jean-François Renou. 3e rendez-vous et changement de tactique. À peine formé, le petit cortège fonce directement vers le pont et déborde pour quelques secondes le premier rideau de soldats français. Des soldats qui depuis 3 jours font un peu comme ils peuvent. Hors caméra, ils ne cachent pas leur agacement face aux contraintes du maintien de l'ordre, qui n'est pas leur métier et pour lequel ils ne sont pas parfaitement équipés. Par exemple, ils n'ont pas de visière. Ce soldat a reçu 2 pierres dans le visage. Il est encore ce soir dans un état grave. Comme hier, les échauffourées ont duré une dizaine de minutes, puis le face-à-face a recommencé. L'accord de libre circulation, cela fait 1 mois que les Nations Unies essayent de l'obtenir des 2 communautés. Mais à 2 reprises, les réunions ont tourné court.
Après notre deuxième échec, nous avons essayé de maintenir le dialogue et d'informer la population. Mais elle a perdu patience. Lutscheka nie toujours officiellement être à l'origine des manifestations. C'est pourtant bien l'un de ses officiers, armé et en uniforme, qui est venu appeler à la dispersion aujourd'hui. À quelques centaines de mètres, l'un des deux autres ponts de Mitrovica. La circulation n'y a jamais été interrompue depuis l'arrivée de la KFOR. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'elle est totalement libre. Les Serbes ne laissent pas passer tous les hommes. Or, la maison de mon fils est de leur côté. Alors je viens chercher moi-même ce dont il a besoin. La KFOR avait mis en place un programme d'escorte. Elle doit l'interrompre tant que dureront les manifestations. Et il y a quelques instants, Hashim Thaçi, le leader politique de l'UÇK, a démenti toute implication de son mouvement et qualifié d'arrogants les soldats français qui ont repoussé les assaillants kosovars. Et puis Alain Richard, le ministre de la Défense, a décidé de se rendre demain au Kosovo pour une visite de quelques heures, apprend-on ce soir. Pendant ce temps, à Pristina, la police de l'ONU commence son entraînement. Pour l'heure, près de 450 policiers seulement sont arrivés au Kosovo. Ils devraient participer à des patrouilles conjointes avec les soldats de la KFOR qui ont déjà arrêté 50 personnes et saisi d'importantes quantités d'armes au cours des dernières 24 heures dans la capitale du Kosovo. J'ajoute que le patriarche Pavle, chef de l'église orthodoxe serbe, a annoncé qu'il se joindrait aux principaux dirigeants de l'opposition pour manifester contre Milosevic, un rassemblement prévu à Belgrade lundi prochain. Au lendemain des obsèques des deux jeunes gens qui ont trouvé la mort dans un train d'atterrissage d'un avion de la Sabena en tentant de rallier l'Europe, l'émotion reste très vive à Conakry. Les autorités ont ouvert une enquête sur une complicité éventuelle dont auraient pu bénéficier ces jeunes gens. Il est vrai que dans le pays, un certain nombre de passeurs clandestins font commerce du désespoir de ces jeunes qui tentent par tous les moyens de quitter le pays. Joël Bruandé. Scène de bousculade hier devant la morgue de Conakry. La famille et les proches des deux jeunes Guinéens veulent tous une photocopie de la lettre écrite par Yaghin. Cette lettre qui résume à elle seule le désespoir de toute la jeunesse guinéenne. Ici, ce n'est pas possible. Si je reste, nous allons vivre malheureux jusqu'à notre mort, écrivait Yaghin, 14 ans. Fuir la pauvreté, le chômage, une aventure que des dizaines de Guinéens tentent chaque jour, ici, dans le port de Conakry. La plupart attendent la nuit pour se cacher à bord de conteneurs. À l'origine, Fodé et Yaghin devaient eux aussi gagner l'Europe par bateau. Il y a des navigateurs qui proposent ça aux Guinéens. Et on les fait payer. Et puis il y a des gens encore qui rentrent dans des conteneurs pour aller en Europe. Ouais. Et on paye combien là pour le voyage clandestin? 500 $, 1000 $, c'est le barème, c'est ça. Pour les pouvoirs publics, il est aujourd'hui difficile, voire impossible, de contrôler l'accès aux zones sensibles. Aux abords de l'aéroport, des hommes et des femmes enjambent quotidiennement la clôture pour aller cultiver les champs qui sont tolérés au bord des pistes. Certains, bien sûr, ne viennent pas pour les cultures, mais pour les avions. En Guinée, ces obsèques quasi nationales sont aussi l'occasion pour certains membres du gouvernement de dénoncer le problème des visas. Les ambassades occidentales reçoivent en effet entre 150 et 200 demandes par jour. La plupart de ceux qui veulent partir ont moins de 25 ans, mais les visas sont rares. Mercredi matin, c'est à Fécamp que l'éclipse totale fera son entrée sur le sol français. Dans la petite station balnéaire normande, on attend des dizaines de milliers de curieux pour observer la disparition totale du soleil. Certains ont réservé leur place depuis un an. La mairie de Fécamp affirme que tout le monde sera équipé de lunettes appropriées et pour une bonne raison, un important stock a été mis de côté. Reportage Romuald Bonan et Rémi Poissonnier. Voilà, c'est là qu'on les a cachés. Depuis 2 jours, tout le monde les cherche. Habitants de Fécamp ou bien touristes, tous sont à la traque de ces lunettes Eclipse. 16 000 paires que la mairie a mises à l'ombre en prévision de la pénurie. Elles seront distribuées au matin de l'éclipse, une par voiture ou par famille, rien de plus, mais celles-ci au moins sont garanties sans danger. On a eu 2 visites de la répression des fraudes qui les ont contrôlées et à chaque fois le résultat était bon. Celles-ci, ce sont des lunettes tout à fait conformes à la réglementation européenne. En attendant les bouchons, aux entrées de la ville, ce sont les portes de la mairie qui ont été prises d'assaut ce matin. Pour arracher les derniers kits Eclipse, à l'intérieur, quelques lunettes rescapées et aussi ce précieux sésame. Car dans quelques heures, la ville sera interdite à la circulation et au stationnement. Du coup,
pour les employés municipaux, l'éclipse a commencé aujourd'hui, aux aurores. Plusieurs kilomètres de falaises qu'il faut protéger ou aménager pour accueillir la horde de badauds. Bien malin celui qui pourra prévoir le nombre de visiteurs. Le dispositif est calé pour accueillir environ 50 000 personnes. Cela dit, on pourrait imaginer que le chiffre passe du simple au double, donc on est prêt pour que les choses se passent le mieux possible. Les amateurs les plus férus de soleil noir sont arrivés depuis 15 jours déjà pour certains. Au port de Plaisance notamment, où les lois mathématiques sont mises à mal, 400 bateaux de trop qu'il faut caser à tout prix. Tous les jours, on reçoit à peu près une vingtaine ou une trentaine de plaisanciers supplémentaires. Le gros pic que nous allons avoir sera mardi soir. On aura certainement 1 ou 2 bateaux toutes les minutes, quoi. Donc c'est ce qu'on est en droit d'espérer. Ici, le soleil est bien présent à tous les coins de rue. Un soleil de façade cependant, comme pour implorer le ciel, car pour le moment, il faut bien l'avouer, l'astre brille surtout par son absence. Si la météo est mauvaise, pour ne pas rester sur sa faim, vous pourrez savourer ce spectacle d'éclipse, le nom du dernier né d'un pâtissier de Fécamp. Très très loin de Fécamp, en Inde, l'arrivée de l'éclipse est attendue dans une atmosphère de recueillement. Les derniers éclats de l'éclipse y seront aperçus lorsque le soleil se couchera sur le golfe du Bengale, qui est devenu un lieu de pèlerinage. Les Indiens croient en effet aux vertus de l'éclipse, qui doit leur apporter, pense-t-il, bonheur et santé. Moins mystique, mais tout aussi passionné, après-demain, à partir de 11 h, donc la France entière lèvera les yeux au ciel. Pour les autorités, ce sera le moment de tous les dangers et les dispositions particulières ont été prises pour la conduite sur route, dans les airs ou sur les rails. Mobilisation générale, donc, surtout dans la bande d'éclipse totale, à commencer par les hôpitaux, mais aussi dans les gendarmeries. Le reportage de Karine Azopardi, Alex Delcourt et François Granier. Dans cet hôpital parisien, les services d'ophtalmologie reçoivent depuis quelques jours des centaines d'appels. Éclipse oblige, les équipes vont être renforcées. Des permanences qui serviront plus à rassurer qu'à soigner. Si certains ont pris le risque de regarder le soleil sans ces protections efficaces, eh bien, il ne sert à rien de se précipiter dans les hôpitaux parce qu'on ne pourra rien faire que leur donner les bonnes paroles. C'est donc en amont que les autorités se préparent à l'événement, comme par exemple la préfecture de Moselle. Pour l'instant, cette salle est vide, mais dans moins de 48 heures, ce sera l'effervescence. C'est en effet ici que sera mise sur pied une cellule de crise. Nous allons avoir environ 1600 policiers, gendarmes, pompiers, personnel de l'équipement sur le terrain pour organiser et intervenir. La santé, les médecins, les hôpitaux sont sur le pied de guerre. Car les principales craintes concernent la sécurité routière. Ici, sur l'autoroute A1, les gendarmes sont déjà sur le qui-vive. Dans le seul département de l'Oise, ils seront 300 et 6 équipes patrouilleront dans le secteur. Leur mission, surveiller les aires de repos et organiser l'arrêt des poids lourds entre 11 h et 14 h. Des poids lourds qui pourront éventuellement stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence. Des interdits, il y en aura aussi pour les airs. Les avions de tourisme seront cloués au sol pendant quelques heures. Seuls les petits avions équipés pour voler de nuit pourront voler à ce moment-là, et à condition bien sûr que leurs pilotes soient aussi habilités à le faire, c'est-à-dire qualifiés au vol de nuit, ce qui représente grosso modo 1% des pilotes privés en France. En revanche, les avions grandes lignes, eux, décolleront tout à fait normalement. En fait, le meilleur moyen pour assister au spectacle sera encore le rail. Les trains seront à l'heure et il y en aura même 3 en plus au départ de Paris pour ne rien rater. Alors paradoxalement, c'est quand le soleil sera complètement occulté par la lune que les scientifiques découvriront le plus de choses. Le soleil est un astre certes majeur, mais pas toujours très connu. Et cette éclipse est l'occasion de le regarder sous un jour différent. Les explications de Jean-Claude Alanic. C'est le paradoxe d'une éclipse. Il faut attendre que la lune cache complètement le soleil pour qu'il dévoile enfin ses secrets à l'œil nu. Ce petit point lumineux en haut à gauche, c'est une protubérance. Une gigantesque boucle de gaz projetée à 50 000 km d'altitude. La température à l'intérieur, 2 millions de degrés. Au cœur du Soleil, elle est de 150 millions.
C'est une machine infernale. D'abord, c'est une énorme usine thermonucléaire. Si nous n'avions pas de champ magnétique sur Terre, ben, vraisemblablement, nous ne serions pas là. Parce que nous aurions été bombardés pendant toute la durée que la vie s'est développée sur Terre, c'est-à-dire 3,5 milliards d'années à peu près, et nous aurions été complètement transpercés par les particules du vent solaire. Capté hier par le satellite SOHO, la formation des redoutables vents solaires. Lors d'une éclipse, ils apparaissent comme un halo de lumière. Ce sont eux qui donnent à proximité des pôles naissance aux aurores boréales et australes. Le spectacle est féerique, mais ce bombardement de particules peut prendre des tournures inquiétantes pendant les grandes éruptions solaires. Le principal danger, c'est pour les astronautes, qui risquent d'être irradiés. Aux premières loges aussi, les satellites déboussolés par ces vents qui se déplacent à 3 millions de kilomètres à l'heure. Sur Terre, ils peuvent provoquer de gigantesques pannes de télécommunications et d'électricité. Prévoir le comportement du Soleil, c'est aussi faire des économies pour toutes ces machines très sophistiquées qui font notre vie quotidienne aujourd'hui. Nous sommes une civilisation électronique. Au cours des dernières années, notre connaissance du Soleil a progressé autant qu'en 400 ans d'éclipse. Mais il faudra encore beaucoup de temps avant de percer tous les mystères de notre étoile. Jean-Claude Alenic, vous êtes en direct de l'Observatoire de Paris qui sera ouvert au public mercredi. On pourra y scruter le ciel. Et ce sera une fête pour les néophytes, mais aussi pour les scientifiques. Oui, alors vous savez que le métier des astronomes, c'est de scruter le ciel. Mais en ce moment, ce sont surtout les nuages qu'ils guettent, en espérant que ceux-ci ne viendront pas gâcher le rendez-vous entre la Terre, la Lune et le Soleil. Maintenant, les scientifiques n'attendent plus les éclipses pour faire leurs observations, ils ont d'autres moyens, mais comme vous l'avez souligné, c'est vraiment une grande fête chargée de beaucoup d'émotions. Alors mercredi, l'Observatoire de Paris sera ouvert au public, l'observatoire qui est le plus vieux de France, il a été construit au XVIIe siècle, l'astronome en chef était Jean-Dominique Cassini, et le roi Louis XIV, le roi Soleil justement. Alors si par malchance, ou si parce qu'il y a des nuages, parce que vous avez un rendez-vous, vous ratez ce rendez-vous de mercredi, j'ai d'autres rendez-vous à vous proposer. Alors la prochaine éclipse totale sur le globe terrestre, ce sera en juin 2001, mais il faudra se déplacer en Afrique australe. Pour la France, vous le savez, l'éclipse sera lointaine puisque ce sera le 3 septembre 2081. Beaucoup d'entre nous seront ailleurs, mais les enfants qui nous regardent ont toutes les chances d'y assister. Et puis un jour, il n'y aura plus d'éclipse totale de soleil. Vous savez que la Lune s'éloigne progressivement de la Terre et il arrivera que la Lune sera trop petite pour cacher complètement le Soleil. Alors, cela se produira environ dans 2 milliards d'années. Oui, ça nous laisse effectivement un peu de temps. Merci beaucoup Jean-Claude. Je vous rappelle que demain soir à partir de 20h50, Claude Sérillon et l'astrophysicien Hubert Reeves vous convient à une soirée exceptionnelle, la 9e nuit des étoiles. Ils vous diront tout sur le Soleil. Et puis le lendemain matin, évidemment, à partir de 10h30, France 2 vous proposera en direct l'éclipse, la meilleure façon de ne pas s'abîmer les yeux. Et puis pour ceux qui voudraient immortaliser l'événement en prenant quelques photos, voici des règles techniques pour ne pas cramer sa pellicule. Les objectifs aussi devront être protégés. Sarah Carpentier et Mathieu Drejoux dévoilent pour vous les trucs et astuces à connaître pour ne pas rater ces photos. Immortaliser un phénomène aussi rare et fugace qu'une éclipse, tout le monde en rêve. C'est ce que fait Serge Brunier depuis 15 ans. Pour ce chasseur d'éclipses professionnel, le secret d'un cliché réussi, c'est d'abord la simplicité du matériel. Un pied pour la stabilité, un boîtier classique 24-36, plusieurs temps de pause pour un même cliché et le tour est joué. Pendant la phase partielle, ne pas oublier le filtre, un filtre solaire spécifique que l'on trouve en principe chez les spécialistes. L'idéal pour faire la photo, c'est de connaître par cœur son appareil. Moi, ce que je conseille, c'est effectivement d'apprendre à le manier, à le manipuler en pleine nuit, donc dans une chambre la nuit, de savoir où sont les diaphragmes, où sont les temps de pause, et donc là on est sûr de réussir. Les 2 minutes 20 d'éclipse totale seront sans doute les plus émouvantes à immortaliser. C'est à cet instant seulement que vous pourrez retirer le filtre. En multipliant les temps de pause, vous aurez peu de chances de vous tromper. Parole de professionnel. Finalement, c'est pas si difficile que ça à faire une photo d'éclipse. Il suffit d'avoir encore une fois un pied photo, un appareil normal, de ne pas avoir de stress, beaucoup de simplicité parce qu'il faut connaître son appareil photo par cœur et là on est quasiment sûr de réussir la photographie. Il vous reste 2 jours pour vous perfectionner, sinon il vous faudra attendre 82 ans avant la prochaine éclipse totale en France.
Les pilotes d'Air Liberté ont déposé un préavis de grève pour demain matin entre 5h et 8h. Depuis le début de l'été, ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Renseignez-vous donc si vous devez utiliser les services de cette compagnie. 48 heures après les orages qui se sont abattus sur la Gironde, il restait encore 1 millier de personnes aujourd'hui privées d'électricité. Ce soir, la situation s'améliore. Depuis samedi, en effet, les équipes d'EDF se sont relayées sans interruption. Dernier raccordement au réseau avec Florence Effeté et Frédéric Anchec. Bon, non, mais bon, la panne encore en elle-même, bon, c'est pas trop, c'est pas grave. C'est les congélateurs surtout, oui. Pour les habitants de Gironde privés d'électricité pendant plus de 24 heures, il a fallu s'organiser. Sans courant, la vie quotidienne s'avère plus difficile. Premier problème à résoudre, la sauvegarde des aliments congelés. Mais on a emporté le principal chez des amis, et tout le reste, je l'ai jeté, je suis en train de les vider. Hier matin, je suis allé voir chez la voisine, puisque j'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière, voir son frigidaire. Mais le frigidaire, il avait commencé à faire de l'eau par terre, alors j'ai commencé à éponger. Au total, en Gironde, jusqu'à 50 000 personnes ont été privées d'électricité dans la nuit de samedi à dimanche. Depuis, EDF a dû déployer d'importants moyens pour dépanner ses abonnés sinistrés, qui n'étaient plus qu'1 millier ce matin. Pour venir à bout des interventions, en tout, 80 équipes ont été mobilisées. Tout d'abord, bien évidemment, ceux qui sont habituellement en astreinte, mais il a fallu aussi faire face à d'autres forces, faire appel notamment à ceux qui étaient en vacances ou ceux qui allaient y partir, et aussi obtenir l'aide d'autres départements, en particulier la Charente-Maritime. Après avoir réparé au moins provisoirement les lignes de haute et moyenne tension hier, les agents EDF se sont consacrés aujourd'hui au réseau basse tension. Enfin, les derniers foyers isolés devraient être réalimentés en électricité dans le courant de la soirée. Éviter de séparer les enfants de leur mère lorsque celle-ci se trouve dans l'incapacité de s'en occuper toute seule pour des raisons de santé, psychologiques ou physiques. C'est l'objet d'un établissement très particulier, la Buissonnière, une maison de convalescence près d'Aix-les-Bains, une maison unique en France et qui est menacée aujourd'hui de fermeture. Sébastien Leguet et Valérie Lucas. Bonjour Thomas, bonjour bébé, c'est maman qui vient te chercher pour l'heure du bain. C'est dans la pouponnière que Nadine a rendez-vous avec Thomas chaque matin. En convalescence après un séjour de 3 semaines à l'hôpital pour dépression nerveuse, elle fait toujours chambre à part. On est content dans l'eau. Oh, ça, on est content. Le bain sonne les retrouvailles quotidiennes. À la Buissonnière, Nadine récupère d'autant plus vite que son bébé de 6 mois n'est jamais bien loin. Ce qui est important, c'est que je puisse voir mon bébé quand je veux, mais que je puisse aussi me reposer quand je veux aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont que pour moi et des moments qui sont à partager avec mon bébé. Un moment pour elle, avec les autres mamans rencontrées depuis 10 jours. Alors les filles, c'est pour ça que moi je suis jamais bien. Alors, cappuccino, c'est pour Moulker. L'établissement accueille en permanence une trentaine de femmes qui se remettent des maladies les plus variées. Souvent, elles vivent seules et ne trouvent personne à qui confier l'enfant. J'imagine à la maison, tu es presque tous les jours avec. C'est pas facile à la maison. Entre les courses, le ménage. Déjà, on les a 3 heures. la tête comme là, au moins, on a la sieste pour nous. La sieste, sur la terrasse, face au lac du Bourget. Pendant que Nadine se repose, 30 enfants achèvent leur repas avec une comptine. Je vois les éclairs. Les plus grands ont 5 ans. Éducatrices et puéricultrices les aident à comprendre pourquoi ils sont là. On dit aux mamans de bien leur dire la vérité, qu'ils ne sont pas en camp de vacances, en séjour de vacances, puisque c'est vraiment autre chose. Et leur dire que la maman a aussi une souffrance, qu'elle a besoin de se reposer. Et dans ce sens-là, on avance. Oui, on va faire pipi, on va se coucher. On avance vers l'inconnu, car cette approche de la convalescence ne convainc plus l'administration. L'agence régionale de l'hospitalisation va couper les vivres. Son motif ? La Buissonnière ne fait pas du médical, mais du social. Nadine réfute cet argument. J'avais besoin qu'on m'aide, j'avais besoin d'être entourée et j'avais besoin qu'on s'occupe de mon bébé si moi je n'étais pas capable de le faire. Donc pour moi c'est une maison médicale. Aujourd'hui, les 37 employés de la Buissonnière se barricadent derrière leurs convictions. Leur spécialité, unique en France, ne peut disparaître. La Buissonnière actuellement se bat pour valider sa mission mère-enfant. Ce qu'elle fait depuis 35 ans. Il n'est pas question de reconversion. Pas actuellement. Le Conseil général de Savoie propose 5 millions de francs, mais il faudrait le double pour continuer d'accueillir ces mères convalescentes avec leurs enfants.
5 cas de dopage ont été révélés aujourd'hui dans des compétitions très différentes. À Madrid, le marathonien espagnol Julio Rey a été interdit de compétition pour une durée de 2 ans. À Genève, 2 nageurs chinois ont été suspendus pour 3 ans. Et aux Jeux panaméricains de Winnipeg au Canada, un deuxième haltérophile cubain a perdu son titre. Il a été contrôlé positif à la nandrolone. Et puis Loïc Perron, aujourd'hui, avec son multicoque, a remporté la célèbre Fastnet, la régate hauturière entre l'Angleterre et le rocher du Fastnet à la pointe de l'Irlande. Démarrer ses vacances par une petite croisière, ce n'est pas ce qu'a fait Loïc Perron, mais c'est ce que propose un bateau, le Napoléon Bonaparte, qui rallie Marseille à Bastia. Une nuit à bord pour vivre l'ambiance des paquebots, c'est même plus économique que l'avion. Géraldine Dalban-Morena et Rémi Poissonnier sont tombés sous le charme. Comme un départ pour une longue traversée. Des mouchoirs, des au revoir. Le Napoléon Bonaparte quitte Marseille, direction Bastia et les vacances, pour les 2000 passagers à bord. Une petite ville flottante, 5 restaurants, 3 bars, une discothèque, une piscine, des vacances, avant l'heure. J'ai pas eu le temps de visiter, mais déjà il y a beaucoup d'attractions pour les enfants, donc ça les occupe, c'est très bien. Le Napoléon Bonaparte, un nouveau type de ferry. Plus question de transporter simplement les gens, la traversée doit avant tout être un moment de plaisir. Il est 3 h du matin, certains rejoignent leur cabine confortable, d'autres ont préféré une solution beaucoup plus économique. Mais pour l'équipage, qui s'est reposé pendant la fête, la journée de travail commence à peine. Et le premier debout, c'est lui, David Canovas, le boulanger du bord. Il a 4000 pains sur la planche et 3000 croissants. Il faut aimer travailler la nuit. J'aime travailler la nuit. Et pourquoi? Parce que la tranquillité de l'esprit, la tranquillité de tout en fait. Au total, ce sont plus de 180 membres d'équipage qui s'affairent dans les coulisses du navire. Des horaires à l'envers, des petits déjeuners en pleine nuit. Ils sont cuisiniers, mécaniciens, cambusiers ou officiers, mais ils sont avant tout des marins. Quand vous êtes parti, quand vous quittez le quai, il n'y a plus que le bateau qui compte. La terre, elle compte pas. La terre, elle va compter uniquement quand vous allez retourner à terre, quand vous allez retrouver le quai. Et bien souvent, pour un marin, retrouver la terre, c'est aussi retrouver les ennuis, les contraintes. En mer, on n'a pas de contraintes. La pointe du Cap Corse. Le Napoléon Bonaparte arrive à bon port. Pour l'équipage, c'est l'heure des dernières manœuvres. Chaque été, grâce à lui, plus de 125 000 passagers rejoignent l'île de Beauté pour des vacances de rêve. Mais déjà, le Napoléon Bonaparte repart pour une nouvelle traversée vers Marseille. Comme dans les films. À Bussang, le théâtre est au champ. Depuis 104 ans, au cœur de la campagne vosgienne, un festival réunit professionnels et amateurs. Un théâtre rustique et jubilatoire où chacun donne le meilleur de lui-même. Le reportage de Jérôme Soulard et Patrice Schumacher. Au plus profond de la forêt vosgienne, chaque été à Bussang depuis 1895, des voix, des sons et des lumières font revivre le rêve de tous les amoureux du théâtre. En temps normal, Christiane, c'est l'institutrice de la vallée. Mais pendant les vacances, elle se transforme en négociant vénitien. Tu veux me croquer une pièce de velours? Une comédienne à part entière du théâtre de Bussang. C'est vrai qu'à chaque fois, je ressens cette même impression d'avoir une chance formidable de pouvoir jouer là. Et parfois même, lorsque je regarde des films, des documents sur le théâtre, j'ose à peine penser que c'est dans cet endroit-là que je suis rentrée, et moi. Car le théâtre du peuple, c'est d'abord l'idée d'une rencontre, amateurs et professionnels, sur la même scène. Pour eux, c'est une occasion de se confronter aux professionnels du théâtre, et pour nous, c'est l'occasion de retrouver ce qu'on appelle l'origine du théâtre, la joie de jouer, la spontanéité que parfois les professionnels oublient un petit peu. Donc, L'adulateur de Goldoni. Bon, j'ai tout bu, mais sans plaisir.
Plus il est amer, plus il vous soulagera l'estomac. Une pièce éminemment politique jouée dans un théâtre rustique sans confort ni dorure. Le théâtre pour tous, c'était l'idée toute simple de Maurice Potcher, le créateur de Busan. C'était un théâtre populaire où on faisait jouer les ouvriers et les paysans sur scène et où c'était aussi les ouvriers et les paysans qui étaient le public. Dans ce théâtre de bois, certains découvrent encore aujourd'hui pour la première fois l'émotion du théâtre, celui d'un décor naturel inchangé depuis 104 ans. C'est moins guindé qu'un autre théâtre. Ouais. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Ce qui est extraordinaire, c'est un peu la magie du lieu et puis la complicité du public avec les acteurs. Les gens rient facilement, s'attendent à la réplique suivante. La bague magique de Marigny, c'est l'autre spectacle de la saison à Busan. Une magnifique invitation pour découvrir un lieu hors du commun, le berceau du théâtre populaire. Ainsi s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Nouvelle révolution de palais au Kremlin. Boris Yeltsin s'offre un 4e Premier ministre en 18 mois. Il choisit Vladimir Poutine, le chef des services secrets. Aux soldats français blessés au Kosovo, au 3e jour d'affrontements très vifs entre la KFOR et Kosovars albanais, l'état-major français suspecte l'Oucheka d'organiser ces manifestations, ce que dément cette dernière. Tout de suite les prévisions météo avec Isabelle Martinet, 20h50 Jeux sans frontières, suivi du portrait de Charles Aznavour en Arménie, proposé par Mireille Dumas. Le dernier journal avec Ève Mété. Demain matin dans les 4 vérités, Françoise David recevra Vladimir Fedorovski, l'ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. À 13h, vous retrouverez Laurence Ostolaza et Antoine Cormery. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée à tous sur France 2.